Guillaume. Hop, je vais partager mon écran. Je vais réduire ceci. Guillaume, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? On voit parfaitement ton écran. On voit un PowerPoint. Intervenir si jamais. Très bien. Je le lance en plein écran également. Bien sûr. Bon, c'est parfait. Okay. Très bien. Bienvenue et merci d'être venus nombreux à cette dernière session. J'espère que vous avez passé une bonne journée de Power Saturday, que vous avez vu des sessions intéressantes, j'en suis sûr. La dernière session que je vais vous présenter donc, concerne une notion qui est un petit peu méconnue en fait, dans Power BI, il s'agit des data flows. Et donc, je vais un peu vous expliquer. Alors, je vais essayer d'être le moins... je vais à la fois vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les data flows, mais je vais essayer d'être le moins technique possible. Je parlerai peut-être d'éléments et de structures techniques sur lesquelles sont basés les data flows, mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment à quoi servent les data flows, à quand ils vont vous être utiles et comment les mettre en place. Avant de démarrer, je me présente. Donc, je m'appelle Joël Crest, je suis référent technique Data et BI chez Exakis Nelite. Je suis également MVP Data Platform depuis 2 ans, spécialisé, donc expert Power BI. Et j'ai la chance également de co-organiser et de co-animer avec mon camarade Franck Berneron les meet-ups du Club Power BI à Aix-en-Provence d'abord, et puis dernièrement, on les a fait à Marseille, avant d'en faire quelques-uns online. Donc, je vous laisse noter tous les moyens de me contacter sur les réseaux sociaux classiques. Vous avez également un lien vers ma chaîne YouTube et mon blog. On va démarrer de suite. D'habitude, lorsqu'on démarre une session, on commence par des définitions de ce dont on va parler. Je vais vous faire une définition en creux, parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs qui sont faites sur les data flows, et quand on veut les utiliser, on pense que c'est certaines choses, alors que les data flows, c'est tout autre chose. Donc l'analogie qui vient de suite lorsqu'on parle des data flows dans Power BI, ça va être de les comparer aux jeux de données, aux datasets. Évidemment, il y a beaucoup de ressemblances. Comme pour les datasets, un data flow permet de se connecter à plusieurs sources de données, et à partir de là, de faire du nettoyage de données et de la transformation de données. Donc, on a la partie préparation de données dans l'éditeur Power Query. On a dans l'interface Dataflow le même éditeur Power Query quasiment qu'on a dans le Power BI Desktop. Donc jusqu'ici, c'est très ressemblant. On a des éléments dans les Dataflow qu'on appelle des entités et qui ressemblent furieusement aux tables qui sont issues des requêtes d'un dataset. Donc là aussi, c'est la même chose. Ces entités vont être exposées. C'est exactement comme des tables. Et puis, comme des datasets, dataflow par dataflow, on va avoir la possibilité de planifier une actualisation de données. Donc, à intervalles réguliers, on va remonter nos données et les exposer ensuite aux personnes qui vont créer les rapports. Et puis, dernier point de ressemblance, ça c'est tout récent, c'est en pré-version. Comme pour un dataset, il est possible d'étiqueter, de labelliser les dataflows, et donc de dire que un dataflow que vous voulez, que vous considérez comme prêt à être diffusé dans votre organisation, vous pouvez le promouvoir, donc mettre une petite étiquette bleue pour que ce dataflow soit visible par les personnes qui vont créer les rapports. Et puis vous pouvez même demander à ce qu'il soit certifié. Donc à ce moment-là, c'est votre organisation qui mettra son tampon et qui dira ce dataflow, c'est un dataflow d'organisation et qui le partagera. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances avec les datasets. Malheureusement, les ressemblances s'arrêtent là et les dataflows ne sont pas du tout des datasets. On va voir les points qui ne sont pas, où il y a des points de divergence. Première chose, dans un dataset, dans un jeu de données, on fait de la préparation de données. Et une fois qu'on a fait cette préparation de données, on charge les données en mémoire et on a une partie donc modélisation de données, donc qu'on fait classiquement en DAX. On crée des mesures calculées, on crée des colonnes calculées, des tables calculées parfois, on crée des relations entre les tables. Et tous ces éléments-là, on ne les a pas dans les dataflows. Les dataflows s'arrêtent uniquement à la partie préparation de données.
On n'a pas non plus l'accès direct d'un data flow, à un data flow sur un rapport. Alors, je triche un petit peu, on peut en effet se connecter à un data flow, mais on se connecte à un data flow en tant que source de données. Donc forcément, il y a un transit par un dataset qui va être le dataset sur lequel va être basé le rapport. Et puisque de toute façon, c'est un service de data prep qui est uniquement disponible dans le cloud Microsoft, on n'a pas d'interface de réalisation de data flow et de manipulation des data flows dans Power BI Desktop. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une raison purement technique. Donc du coup, puisqu'on a vu le portrait en creux des data flows, voyons ce que sont les data flows. Les data flows, la meilleure analogie qu'on ait jamais trouvée, c'est de les comparer à ces petites briques qu'on a toutes et tous utilisées lorsqu'on était enfant, ou plus grand d'ailleurs, et qui permettent à partir de briques de base de construire, de faire des constructions plus élaborées. Donc les data flows, c'est exactement ça. C'est des briques ou des ensembles qu'on va construire, sur lesquels on va préparer en fait des éléments qui vont servir à architecturer notre dataset, mais on va construire des éléments qui vont être réutilisables. Donc du coup, les data flows sont bien une source de données comme une autre, et ce sont en particulier des sources des datasets. Et dans un même dataset, on va pouvoir combiner plusieurs bouts, c'est-à-dire plusieurs data flows issus de différents espaces de travail, de différents endroits. Si on regarde l'architecture qui a été présentée, qui est proposée dans la documentation Microsoft, on voit très nettement que la partie data flow, elle est sur la partie source de données. Je disais tout à l'heure que les data flows ne sont pas disponibles dans le Power BI Desktop. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas disponible, c'est justement parce que derrière, en dessous, la structure de stockage du contenu des data flows, c'est de l'Azure Data Lake Storage Gen 2, donc, qui est géré par Power BI, par le service Power BI, mais donc c'est un stockage cloud, et donc il n'y a pas d'équivalent dans le Power BI Desktop qui, je le rappelle, le Power BI Desktop, lorsque vous créez un rapport, en gros, sur votre poste de travail, il va y avoir une sorte de cube Azure AS ou SSAS qui va être chargé en background. Donc les data flows sont des sources de données, et à partir de là, on va pouvoir les utiliser dans des jeux de données. On va rapidement passer à une petite démo pour vous montrer comment on se connecte, comment on crée des data flows d'abord. Avant de se connecter au data flow, on va en créer un. Donc j'ai ici une source de données que vous pouvez utiliser, d'ailleurs, qui est accessible de manière anonyme. C'est le Fluodata de la base de données exemple Northwind de Microsoft. Et donc je suis dans un espace de travail et je vais dire, je crée un nouveau data flow. Donc j'accède à la nouvelle interface et j'ai un bouton directement pour créer une nouvelle entité. Donc je suis dans la création de mon data flow. J'ai ici un choix de source de données, un peu comme dans Power BI Desktop. Et comme c'est un Fluodata, je lui donne mon URL. Particularité qu'on n'a pas dans le desktop, ici, on me demande obligatoirement de saisir une passerelle de données si jamais j'avais besoin de remonter des données qui étaient des données locales. En effet, puisque je travaille dans le service et non dans Power BI Desktop, je ne suis pas on-prem, donc si je veux accéder à des données locales, il faut que je les sécurise, cet accès, et donc il faut que je lui indique dès à présent quelles sont mes informations de passerelle. Là, on est dans une source cloud, donc on n'a pas besoin d'informations de passerelle, j'ignore, je laisse type d'authentification anonyme. Et je clique sur suivant, et je vais avoir ici exposé toutes les tables qui me sont proposées dans ma base de données, dans mon Fluodata, de ma base Northwind. Donc je vais prendre une table qui est la table Order Details, la table des commandes par exemple. J'ai un aperçu qui s'affiche. Je suis dans Power Query. Vous voyez ici, j'ai bien indiqué Power Query choisir des données. Donc je suis bien dans Power Query, mais je suis dans Power Query sur le service. Et je peux sélectionner par exemple des tables associées à ma table Order Details. Donc c'est parfois un petit peu lent parce qu'il y a des accès services, mais ça m'a sélectionné les trois tables
et je peux entrer dans ma transformation de données. À partir de là, j'arrive dans l'éditeur Power Query classique. Ça ressemble vraiment fortement à l'éditeur Power Query. J'ai mes requêtes donc, qui vont alimenter mes entités à gauche. J'ai mes étapes de transformation. Et si je veux, par exemple, prendre uniquement les produits d'un seul fournisseur, Supplier ID 1, par exemple, je peux faire mes transformations et mes filtres. Donc, ils sont appliqués. Et une fois que j'ai décidé que je voulais appliquer toutes ces transformations, là, j'en ai fait juste une seule, pour montrer l'exemple, je fais enregistrer et fermer. La différence par rapport au fermer appliqué que vous avez dans le desktop, c'est qu'il va y avoir une étape de validation. Hop, je vais appeler ça démo. Je crée mon dataflow à ce moment-là. Et on ne l'a pas vu parce que ça a été très rapide, parce que je n'avais pas énormément de données. Mais donc, il y a eu une première étape de validation. Donc, il y a eu une vérification, en fait, que mes étapes pouvaient être réalisées sans erreur. Donc, c'est une étape obligatoire. Et à la fin, j'obtiens bien mon dataflow avec, ici, 3 entités, Order Details, Orders et Product. La seule différence, si je reviens à l'interface où je voyais mes dataflows, donc mon PowerSet démo est ici, la seule différence par rapport au Power BI Desktop et au dataset dans le desktop, c'est que ici, il m'a créé les dataflows, il a créé les métadonnées, il a fait la validation, mais il n'a pas actualisé encore le dataflow. Donc vos entités sont des coquilles vides pour l'instant. Et donc, tant que vous n'aurez pas alimenté une première fois ces entités, vous ne pourrez pas construire, par exemple, un dataset, vous n'aurez absolument aucune donnée. Donc, il faut, juste après avoir créé les dataflows, faire une petite étape d'actualisation, forcer une actualisation. Donc, on va le laisser s'actualiser, on va continuer la présentation et on reprendra ce dataflow juste après. Les cas d'usage, ils sont nombreux et il y a parfois des cas d'usage qu'on ne soupçonne pas. Le premier cas d'usage, c'est la séparation de sources de données. Il y a plusieurs cas. Soit vous avez des sources de données qui sont assez volumineuses à charger, ou un ensemble de sources de données qui sont assez volumineuses. Vous savez que dans un dataset, lorsque vous travaillez dans Power BI Desktop, vous allez devoir, une première fois, charger l'intégralité des sources de données. Alors maintenant, il y a la possibilité de ne pas faire ça, soit de rajouter un paramètre, soit de faire du refresh incrémental, de l'actualisation incrémentale. Mais dans le cas où vous n'avez pas cette possibilité-là, où vous n'êtes pas parti sur cette solution-là, vous savez que le premier chargement de données assez volumineuses, ça peut être très très difficile sur un poste de travail. Donc si vous avez beaucoup de données, vous pouvez séparer les chargements des données dans des dataflows et exposer ces dataflows-là. Vous avez aussi le cas où vous avez la même source de données qui est requêtée plusieurs fois. Typiquement, je prends un exemple que j'ai vu concrètement, vous avez des logs qui sont stockés, par exemple, sur un site SharePoint, dans un dossier SharePoint, et vous voulez les fusionner. Donc ces logs, potentiellement, ils sont volumineux, donc on est dans le premier cas, et puis ils sont potentiellement nombreux, parce qu'il y en a peut-être un par jour. Et vous pouvez peut-être stocker je sais pas, mais les 20 derniers jours de logs. Donc dans ce cas-là, vous allez faire une connexion de données à votre SharePoint, vous allez faire un filtre sur le dossier qui contient les fichiers et vous allez importer tout ça. Ça peut créer plusieurs connexions au moment de l'actualisation du dataset et il faut savoir que SharePoint a une certaine limite de connexion en parallèle à partir duquel il considère que potentiellement c'est peut-être une attaque ou une connexion frauduleuse qui est en train de se passer. Donc il peut mettre en échec des actualisations de datasets. Donc passer par des dataflows pour faire ces actualisations, c'est plus intéressant. Et puis, autre cas, vous pouvez avoir des sources de données qui sont rafraîchies à des périodes différentes. Dans un même dataset, vous allez être à la granularité d'actualisation la plus fine. Donc si vous avez des données qui sont mises à jour quotidiennement, il faudra rafraîchir le dataset quotidiennement. Si parmi ces données, vous avez des données
qui ne sont mises à jour qu'une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Je pense par exemple à des objectifs commerciaux dans une base de suivi commercial. Vous n'avez pas besoin de recharger toujours les mêmes données qui ne seront pas actualisées. Donc, proposer 2 data flows, un qui aura une actualisation mensuelle et un qui aura une actualisation d'autres données, qui aura une actualisation quotidienne, ça peut être intéressant. Donc le principe qu'on met en place dans ce cas-là, c'est le principe de diviser pour mieux régner qui est assez connu. Au lieu d'avoir un seul dataset avec tout ça, et qui va tourner, et qui va être potentiellement long, on va créer autant de data flows indépendants, et qui vont tourner en parallèle ou en décalé, on va les planifier différemment, pour fonctionner en parallèle. Autre cas de figure, on veut réutiliser les mêmes tables, là où les mêmes tables pour plusieurs rapports. On a tous dans nos datasets des tables calendrier, je l'espère, donc des tables dates, parce qu'on a besoin de toujours les réutiliser. Et puis, certaines équipes métiers ont besoin d'avoir toujours les mêmes données issues de toujours les mêmes CRM, des informations clients par exemple, etc. Donc, réutiliser, mettre tout ça dans un seul data flow, ça permet de centraliser la préparation de données, donc de ne pas rejouer les mêmes étapes de transformation de données, de réduire la redondance de code, de ne pas avoir exactement les mêmes transformations à 2 endroits, parce que sinon on risque de faire une modification à un endroit et de ne pas la reporter dans l'autre dataset, et ça facilite l'accès à la donnée pour les créateurs de datasets et de rapports qui n'ont plus qu'à se concentrer sur leur modèle de données et le rapport proprement dit, plutôt que sur tout l'aspect transformation. Donc on a ce principe-là, et on a la même table, ou les mêmes entités, pardon, qui vont alimenter différents datasets et donc différents rapports. Troisième cas de figure, troisième cas d'usage, c'est lorsqu'on veut séparer les responsabilités entre équipes. Donc, classiquement, on a très souvent, quand on crée un rapport, on cumule plusieurs casquettes. On a souvent des droits d'accès aux bases de données, donc on est en quelque sorte data owner, ou du moins on a des privilèges sur les bases de données pour pouvoir se connecter aux bases de données. On est dataset owner parce que de fait, on va construire le dataset en fonction des sources de données. Et puis, on est derrière créateur de rapports. Dans des grandes organisations, on peut séparer ces 3 niveaux-là, mais c'est parfois assez difficile. Si on rajoute une couche supplémentaire qui est le data flow owner, on voit qu'on sépare complètement la partie préparation de données du reste de la création du rapport, de la modélisation. Et ça, c'est intéressant. Donc on peut avoir des spécialistes de la transformation de données, donc des experts Power Query qui vont travailler comme data flow owner, et puis de l'autre côté, en dataset owner, on aura des experts DAX qui vont se concentrer sur cet aspect-là. Donc du coup, par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, donc on a chargé des données des entités. Donc, lorsque je veux me connecter à ces entités-là, je vais dans le Power BI Desktop. J'ai ici comme source de données Dataflow Power BI. Alors, un point très important pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec des Dataflow jusqu'à présent et qui risquent d'être surpris, surtout si vous êtes des personnes qui travaillaient avec plusieurs équipes ou plusieurs clients, ou du moins qui travaillaient dans différentes tenantes, vous risquez de vous retrouver, lorsque vous vous connectez la première fois à des dataflows, à devoir vous authentifier, parce que, je le rappelle, c'est une source de données. Donc, même si vous êtes connecté avec le Power BI Desktop, alors on va vous demander de vous reloguer à un tenant particulier, qui n'est pas forcément le vôtre. Et si vous êtes logué à un tenant, cette connexion va être sauvegardée sur votre poste de travail. Donc, si vous switchez entre 2 tenantes, vous risquez de voir les dataflows qui se trouvent sur un autre tenant. Si ça vous arrive, que vous êtes bloqué sur les dataflows d'un tenant qui n'est pas le tenant que vous voulez utiliser, n'oubliez pas qu'il y a possibilité ici, je vous le montre, d'accéder aux paramètres des sources de données. Et vous avez bien cette possibilité d'avoir
les paramètres Dataflow Power BI, et cette source de données, elle est malheureusement aujourd'hui unique. On ne peut pas switcher entre deux tenantes. Donc, quand vous avez besoin de switcher entre deux tenantes, d'abord, vous cliquez sur effacer les autorisations, ce que je ne vais pas faire ici. Vous cliquez sur supprimer, et ensuite, vous vous reconnectez, et à ce moment-là, vous voyez les dataflows de votre tenante. Ici, on n'a pas ce problème-là, donc je vois bien mes dataflows. Hop là. Le temps qui s'affiche. Et donc, je vais pouvoir me connecter et afficher mes entités et pouvoir me charger mes entités. C'est un petit peu long. Voilà. Hop. On va le forcer un petit peu. Sinon, on reviendra à la démo tout à l'heure. Hop. Je lui laisse encore quelques secondes. Voilà. Et donc, je vais dans mon espace de travail. Donc, le premier niveau que je vois, donc je suis sur mon tenante, sur mon espace de travail. Ensuite, je suis sur mon Dataflow. Et enfin, j'arrive sur la partie, entité. Et donc, j'ai la possibilité soit de charger directement, soit d'aller sur transformer les données. Alors, je le montre parce que ça peut être intéressant. Ce n'est pas parce que j'ai fait de la data préparation sur mes Dataflow que je ne peux pas continuer le boulot dans mon dataset. Si j'ai de la data prep spécifique à faire, je peux la faire dans mon dataset. Le but quand même des Dataflow, c'est de faire le maximum de data prep directement dans le Dataflow, donc éviter de rajouter une couche, mais vous avez quand même cette possibilité-là. Alors, je ne sais pas si ce Dataflow a bien été rafraîchi. Non, il n'a pas été rafraîchi, donc ce qu'on va faire, c'est, hop, on va ignorer ça. Je dois avoir ici un autre Dataflow à disposition. On va tricher. On va en prendre un qui a des données chargées. Voilà, on va prendre celui-ci. On va prendre cet order details là. Là, on a des données. Et donc, je vois que j'arrive à avoir mes données et je peux continuer mes transformations à ce niveau-là. Donc, je ferme et j'applique. Et là, je rentre dans le process classique de chargement de mes données dans mon dataset, et voilà, création de la connexion dans le modèle en cours, etc., etc. Et donc, je vais pouvoir construire mon rapport. Je reviens à la présentation. Hop. On a vu les use cases. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut architecturer tout ça. Parce qu'on a vu qu'on pouvait partager des dataflows, mais il faut voir comment on les expose et quelle est la meilleure façon de les exposer. La première fois que vous allez faire joujou avec les dataflows, bien sûr, vous êtes dans un espace de travail, vous allez créer des dataflows qui vous intéressent dans ce workspace, et vous allez les utiliser dans le même workspace. Vous avez aussi la possibilité de travailler sur des dataflows d'un workspace à l'autre. Donc c'est intéressant en termes d'architecture. La chose à penser, c'est que vous allez éviter maintenant, jusqu'à présent, vous fonctionnez tous en termes d'architecture en réfléchissant dans une architecture qui était une organisation centrée projet. Donc typiquement, si je prends un exemple, vous avez 3 bases de données ou entrepôts de données, un entrepôt RH, où vous suivez vos informations de collaborateurs, salaire, ancienneté, etc. Un entrepôt plus orienté vente et commerce, et puis un CRM dans lequel vous avez votre base client et puis vos informations complémentaires, notamment des secteurs d'activité, des objectifs de vente, etc. Classiquement, lorsque vous bâtissez des rapports, admettons qu'on veuille faire un rapport RH, un rapport marketing et un rapport commerce, vous allez découper ça en 3 espaces de travail, 3 ou moins, vous pouvez regrouper marketing et commerce, mais imaginons que c'est à destination de personnes différentes. Vous allez créer 3 espaces de travail et vous allez charger un dataset dans chaque espace de travail qui se connectera. Le dataset RH, il va falloir qu'il croise un petit peu les données de partout parce qu'on veut suivre sur ce rapport des objectifs de vente également.
par secteur d'activité. Donc, on veut avoir les 3 sources de données. Pour le marketing, on aura les 2 sources de données vente CRM, et pareil pour le commerce. Si on travaille avec des data flows, donc on va extraire des données et les préparer pour les mettre à disposition des créateurs de rapports, on va passer de cette organisation centrée projet à une autre organisation centrée usage. Donc, on va imaginer ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire travailler dans des espaces de travail, mais qui ne seront pas des espaces de travail où vont être publiés des rapports, mais ça va être des repositories, ça va être des sortes d'espaces de travail, bases de données ou entrepôts de données, dans lesquels on va exposer nos data flows. Donc ça, c'est intéressant. Donc on peut créer un repository RH, un repository Marcom, donc qui exposera les produits, le détail des ventes, les clients, les secteurs d'activité, toutes ces entités-là. Et ensuite, on va travailler sur nos workspaces, nos 3 workspaces, avec nos 3 datasets, mais on va se connecter cette fois-ci en source de données à nos data flows et non pas aux sources de données initiales. Donc, on a déporté en fait le travail vers des espaces de travail qui sont nos espaces de travail sources de données. Donc, c'est un changement de paradigme, c'est une réorganisation un peu de l'organisation de la société, mais ça fonctionne un petit peu, ça fonctionne de cette manière-là. Du coup, les data flows, dans ce cas-là, sont des data flows qui sont partagés, puisqu'on peut les utiliser dans différents autres workspaces. Les data flows peuvent être hébergés dans des espaces de travail différents du rapport qui les consomme. La petite différence par rapport à la petite contrainte qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est créateur de rapports ou de datasets, pour voir ces data flows, on n'a pas de possibilité de dire ce data flow-là, enfin pas encore de possibilité de dire ce data flow-là peut être vu par telle population. La seule possibilité qu'on a, c'est de dire les personnes qui vont réutiliser ces data flows pour leur rapport, il faut qu'ils soient membres de l'espace de travail, qu'ils aient une visibilité sur l'espace de travail dans lequel sont hébergés ces data flows. Autre contrainte, c'est un peu comme les datasets, un data flow ne peut avoir un instant T qu'un seul propriétaire, lui seul peut le modifier. Il y a un petit peu plus de souplesse aujourd'hui entre le dataset et le data flow au niveau des modifications et de l'actualisation, c'est-à-dire que on ne peut pas modifier un data flow si on n'est pas propriétaire. On peut prendre le ownership et ensuite le modifier, mais on ne peut pas le modifier directement. En revanche, on peut actualiser, changer la planification de l'actualisé des données. On a des droits. Donc les personnes qui ont droit sur l'espace de travail peuvent faire ces modifications-là. Et on a aussi la possibilité, donc, comme je le disais, de flaguer, d'étiqueter ces data flows en tant que promus, voire même certifié si vous avez des droits ou si vous pouvez faire cette demande à votre administrateur Power BI. On va voir ici quelques fonctionnalités clés. Il y en a plusieurs. Les premiers éléments vont être un petit peu techniques et un petit peu, je dirais, abstraits pour vous, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, toute la puissance qu'il y a derrière les data flows. Les data flows, donc, je le disais, sont basés sur un stockage Data Lake Storage Gen 2 et sont stockés, le contenu des data flows est stocké dans des dossiers, dans des sous-dossiers qui ont une structure particulière, qui est la structure du Common Data Model. Alors, Common Data Model, ce sont des schémas, c'est un ensemble de schémas de données standardisés, ça vient du monde Dynamics. Vous pouvez avoir des schémas, vous pouvez voir les schémas comme des entités totalement génériques. Donc, dans votre entreprise, vous allez travailler avec des schémas clients, des schémas comptes, des schémas produits, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir autant de schémas que vous voulez. Et ces schémas vont être mappés avec les données que vous chargez dans les data flows. Donc du coup, c'est un mappage simple, c'est un mappage qui n'est pas obligatoire à 100%, hein, donc vous pouvez avoir des champs qui ne mappent pas. Le langage est commun entre plusieurs applications, notamment les CRM, les ERP, tels que Dynamics ou Salesforce.
Et vous avez aussi la possibilité de définir vos propres schémas. Le but de ce Common Data Model, c'est de pouvoir réutiliser ces schémas d'une structure à l'autre et donc d'avoir quelque chose de totalement indépendant de vos sources de données. Le jour où vous changez de CRM, si vous avez défini un Common Data Model que vous utilisez et qui est commun, vous changez de CRM, vous n'aurez pas à changer la partie de Dataflow. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces schémas-là, mais en fait, cette structure-là existe et cette structure-là est la façon dont sont stockés les Dataflow. En termes de stockage, c'est un certain nombre de fichiers. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est totalement invisible pour l'utilisateur Power BI. Mais donc, vous avez des dossiers CDM, donc Common Data Model. Par Dataflow, vous avez un certain nombre de fichiers de métadonnées au format JSON, par exemple un fichier de métadonnées qui s'appelle model.json, mais il n'est pas le seul, qui permet de décrire le modèle et les entités. Et puis vous avez un certain nombre de fichiers CSV qui parfois partitionnés, les entités sont parfois partitionnées, et c'est ces fichiers qui vont contenir, pardon, je suis allé un petit peu trop rapidement, qui vont contenir les données proprement dites. L'avantage d'une telle structure, c'est que lorsqu'on est dans le cadre, lorsqu'on est un business analyst, lorsqu'on est côté métier, lorsqu'on est côté Power BI, on ne va pas avoir besoin de savoir tout ça. On sait, on peut savoir qu'il y a des dossiers CDM en dessous, mais ce n'est pas grave. On va utiliser Dataflow de cette manière. Ils seront stockés sur de l'Azure Data Lake Storage et peu importe pour l'utilisateur qui va créer ses Dataflow et qui va créer ses datasets. En revanche, l'avantage de Azure Data Lake Storage Gen 2, c'est que vous pouvez faire du Bring Your Own Azure Data Lake. Donc, vous pouvez rattacher votre propre stockage Azure à un workspace qui héberge des Dataflow. Et de ce côté-là, vous allez vous rapprocher de plus en plus de la partie droite du schéma, c'est-à-dire que vous allez, si vous êtes data engineer ou data scientist, vous allez pouvoir utiliser ces données directement et importer les données des Dataflow, non pas via Power BI, mais via tous les services Azure qui permettent de s'interfacer avec les Dataflow. Donc là, on a cité Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Synapse Analytics, donc qui est le remplaçant de SQL Data Warehouse, etc., etc. Et donc, ça vous laisse une grande souplesse aux data engineers et aux data scientists pour manipuler les données qui sont importées. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, globalement, et les petites démos que je vous ai faites, on était sur des fonctionnalités qui n'étaient pas des fonctionnalités premium. Alors, je le rappelle pour les personnes qui ne connaîtraient pas le mode de licensing Power BI, on a deux modes de licensing. On a un licensing par utilisateur, deux modes de licensing qui ne sont pas exclusifs d'ailleurs. On a un mode de licensing par utilisateur, donc chaque utilisateur peut avoir une licence Power BI Pro qui lui permettra de partager, ses rapports et de collaborer au sein de l'espace de travail dans le service. Et puis, on a un licensing par capacité, donc qui s'appelle Power BI Premium, qui est une location de capacité par mois. Donc, c'est le petit diamant que vous voyez en haut, et donc qui permet de faire un certain nombre de choses et qui permet d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Je le précise parce que les Dataflow ne sont pas une fonctionnalité premium. Il y a par contre un certain nombre de fonctionnalités des Dataflow qui, elles, sont des fonctionnalités premium. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Parmi elles, il y a les deux notions de Linked Entities et de Computed Entities. Alors, qu'est-ce que sont les Linked Entities et les Computed Entities? Des Linked Entities, c'est des entités qui sont des pointeurs directs vers d'autres entités précédemment créées dans un autre Dataflow. Typiquement, on peut imaginer que vous avez votre espace de travail repository avec un certain nombre d'entités exposées et que vous voulez ensuite combiner ces entités entre elles dans un second niveau de Dataflow, donc dans un second espace de travail.
Donc du coup, vous allez faire pointer votre entité dans un espace de travail vers l'entité source qui se trouve dans un autre espace de travail. C'est ça les linked entities, les entités liées. Il n'y a pas de possibilité de modifier l'entité liée, donc si vous voulez modifier l'entité liée, vous verrez les messages qui sont affichés sur ce slide. Impossible de modifier les entités liées, vous aurez au niveau de l'entité liée un petit anneau qui vous montre que c'est une entité liée, avec un lien vers le dataflow source. Donc si vous voulez faire une modification, c'est vers le dataflow source que vous ferez la modification. Et bien sûr, il n'y a pas de refresh de données dans l'entité elle-même, c'est-à-dire que l'entité liée n'est pas rafraîchie, puisqu'on se connecte en direct sur l'entité source. C'est l'entité source qui, elle, doit être rafraîchie et actualisée. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les computed entities. Alors là, c'est un petit peu plus... un peu moins évident à comprendre, bien que ce soit quand même assez simple. Là, on va être sur une référence à une entité précédemment créée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un pointeur vers quelque chose d'autre. On va faire référence à une autre entité. Et généralement, ça arrive lorsqu'on doit combiner, fusionner ou joindre plusieurs entités entre elles. Donc, comme vous faites une jointure dans Power Query, vous pouvez le faire dans les dataflows, dans la partie de Power Query. Et dans ce cas-là, on va créer ce qu'on appelle une computed entities. Donc, bien sûr, très souvent, on utilise les computed entities en parallèle avec les linked entities qui vont nous servir de source. Et tout le chargement de données, bien sûr, va se faire à partir des données stockées dans Azure Data Lake Storage Gen 2. Donc, je vais vous faire une démonstration. Hop. Alors, s'il y a des questions, je les prendrai juste après, juste à la fin de cette présentation, où vous aurez le temps j'aurai le temps de répondre à vos questions. Je regarderai les questions sur le chat. Donc, du coup, pour voir des linked entities, j'en ai préparé quelques-unes ici. Donc, j'ai un exemple ici. Si je prends, là, je suis donc dans un autre dataflow pour lequel j'ai défini, toujours sur les mêmes sources de données, des linked entities. Donc, si je prends la linked entities order et que je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai un simple pointeur. Alors, ça peut paraître perturbant parce qu'à l'intérieur, on ne voit pas que c'est une linked entities. On va laisser charger les données. Le temps que ça se charge, je vous montre. On a bien 4 étapes appliquées. Donc, on se dit, on a une étape source, workspace, dataflow et entity. Il se situe ici. Donc, on se dit, peut-être que s'il y a 4 étapes, c'est qu'il y a de la transformation de données. Donc, du coup, ce n'est pas compatible avec un pointeur de données vers une entité. En fait, on est bien sur un pointeur vers une entité, sauf que le pointage est découpé en 4 parties. Donc, hop, voilà les données qui se chargent. Si je regarde dans l'éditeur avancé pour regarder le code Power Query qu'il y a derrière, pour ne pas vous le montrer étape par étape, en fait, j'ai 4 étapes qui sont toujours les mêmes. Ma première étape source pointe directement sur un dataflow. Ma seconde étape sélectionne le workspace vers lequel je vais pointer. La troisième étape sélectionne le dataflow. Et enfin, la dernière étape sélectionne la partie data de l'entité. Donc, je suis bien en pointeur direct vers une entité qui se trouve quelque part ailleurs, dans un autre workspace, ou du moins dans un autre dataflow. Le plus intéressant, la plupart du temps, c'est d'avoir tout ça regroupé dans un autre workspace. Donc, il y a toujours 4 étapes, mais ce n'est pas de la préparation de données. Si on veut jeter un coup d'œil sur une computed entities qui est ici fusionnée, hop, ici, qui là est une computed entities. Alors, c'est un peu perturbant au début parce que les petits pictogrammes que je vous ai montrés, ils sont très visibles lorsqu'on est dans la partie dataflow et pas en partie modification. Et puis, ils ont tendance à un peu disparaître, réapparaître dans la partie Power Query. Il y a un petit peu des bugs d'affichage. Donc, on est bien sur une computed entities. Et en fait,
qu'est-ce que j'ai fait avec cette Computed Entities? Si vous regardez un peu le code Direct Query, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le code Power Query, pardon. J'ai fait un lapsus. Vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais cette fonction fait une jointure, donc un nested join, entre la commande, la table, l'entité orders et l'entité order details. Lorsque vous ne voulez pas vous embêter à essayer de comprendre la syntaxe Power Query, vous vous rappelez que vous soyez dans un dataflow ou dans un dataset, dans les étapes appliquées, lorsque vous avez une petite roue dentée à droite et que vous cliquez sur cette roue, vous avez une interface qui vous permet de faire exactement la même chose, de définir en fait la fonction, mais de la définir de manière visuelle. Donc là, on sélectionne la table de la jointure gauche, la table de la jointure droite, et on a quelque chose de très visuel avec des codes couleurs pour nous indiquer le type de jointure qu'on réalise. Et du moment que vous faites une jointure dans un dataflow, dans une requête d'un dataflow, ça devient une Computed Entities. Pour faire un bilan de ce que vous allez trouver lorsque vous serez dans des capacités premium et ce que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas dans les capacités premium, pour les data flows uniquement. Hein. Donc on a dit Computed Entities et Linked Entities, vous ne l'aurez pas en licence Power BI Pro classique. En premium, vous avez une parallélisation des requêtes des data flows. Si vous n'êtes pas en premium, sur une capacité premium, bah les requêtes se font les unes après les autres, il n'y a pas de parallélisation de ce travail. Et ensuite, vous n'avez pas accès aux Cognitive Services et à Auto Machine Learning. Très rapidement, les sujets en cours dans la roadmap, parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent dans la roadmap des data flows. Tout est basé, enfin, toutes ces nouveautés sont basées sur le moteur de calcul amélioré que je vais très rapidement présenter dans le slide suivant. C'est le moteur de calcul amélioré qui, une fois activé, permet de paralléliser au mieux les data flows et d'optimiser ces data flows, et qui permet d'avoir accès à une fonctionnalité beaucoup attendue, qui a la possibilité de se connecter en direct query sur les data flows. Donc c'est tout nouveau, ça date d'il y a un mois à peine, et donc vous pouvez vous connecter en direct query sur les data flows, sur certains data flows, et donc avoir exactement le mode de fonctionnement du direct query que vous connaissez sur les sources de données dans les data flows. Le troisième sujet, c'est la sécurité à la ligne, le row-level security. Pour l'instant, on n'a pas encore cet élément-là dans les data flows, mais ça va venir bientôt. Et je pense que lorsque ça va venir, ça va être très intéressant pour toutes les personnes qui travaillent dans Power BI. Pour revenir au moteur de calcul amélioré, parce que c'est pas forcément évident de voir pourquoi ce moteur est actif ou pas, et s'il est actif ou pas. Pour avoir accès au moteur de calcul amélioré, dans les capacités premium, il faut aller dans le centre d'administration ou demander à votre administrateur d'activer ce moteur de calcul de dataflow avancé. Et dans chaque dataflow, il faut bien vérifier que le paramètre du moteur de calcul amélioré, donc ça c'est dans la planification de l'actualisation, qu'il est bien activé. Généralement, il est toujours placé par défaut sur activé ou sur optimisé. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques, je ne vais pas toutes les dérouler ici, j'ai mis la référence vers le document de Microsoft. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour optimiser les data flows. Au niveau du moteur de calcul amélioré, il est conseillé de séparer les data flows qui permettent d'ingérer des données, de charger des données et de les transformer. Il faut utiliser, comme je l'ai dit, le plus possible les linked entities de manière à pouvoir justement avoir ces repositories qui vont servir de source. Et puis, de préférence, réaliser des jointures et des filtres qui vont être les transformations les plus structurantes, les réaliser avant les autres transformations.
Le cas particulier de la connexion à SharePoint, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Si vous avez des data flows qui chargent énormément de données dans SharePoint, découpez-les en plusieurs data flows parce qu'il y a une limite. Si vous mettez trop de connexions en parallèle avec le même utilisateur, donc dans SharePoint, vous pouvez avoir des petits problèmes. Pour terminer, quelque chose de très peu objectif, mais c'est mon avis, c'est aujourd'hui, et je le mets à jour à chaque fois que je fais cette présentation, quelles sont les raisons d'adopter ou de ne pas adopter les data flows aujourd'hui. Donc, les raisons de l'adopter, la possibilité de réduire de la redondance de code et donc de ne pas refaire les mêmes transformations dans chaque dataset et de réutiliser les entités. La facilité de connexion aux entités pour les créateurs de rapports, donc ils n'ont plus à s'occuper des accès aux sources de données. La gestion de la fréquence des rafraîchissements, qui est spécifique à chaque source. Et aussi, un point que je n'ai pas signalé, il est très très facile de passer des data flows d'un workspace ou d'un tenant à un autre. Il y a une possibilité d'exporter des data flows sous la forme de fichiers JSON et de les importer de la même manière. Donc ça se fait en 3 clics. Les raisons de ne pas l'adopter encore, c'est qu'on n'a pas encore une interface Power Query Online qui est à 100% identique au Power Query Desktop. Donc on peut être un petit peu troublé par les spécificités de Power Query Online. On n'a pas encore de row-level security. Et si vous avez un modèle BI d'entreprise avec déjà des données bien intégrées, avec des bases d'entreprise qui sont déjà bien structurées, et avec beaucoup de gouvernance, voilà. S'il y a déjà de la gouvernance mise en place et du partage de données et de la sécurité, c'est peut-être un peu moins pertinent. Par contre, si vous voulez en effet mettre en place cette gouvernance et cette sécurité, c'est intéressant si vous voulez de démarrer par les data flows. Et enfin, les freins à l'adoption, pour l'instant, je dirais pour l'instant, la création des data flows, c'est un petit peu difficile, ça dépend des data flows, mais l'enregistrement du data flow n'est autorisé que si on n'a plus d'erreurs dans les traitements. Donc, il faut à tout prix régler les problèmes d'erreurs avant d'enregistrer les data flows. Il y a cette validation avant enregistrement qui peut être un petit peu longue. Et puis, le mode directory est assez neuf et perturbant. Je n'ai pas fait de démo dessus volontairement, parce que quand j'ai préparé cette session, j'ai eu quelques petits soucis avec ce mode-là. C'est un petit peu perturbant parce que le mode directory n'apparaît pas de la même manière que dans des datasets. Donc, il est à prendre en main. En termes de gouvernance, il y a une chose qui est bien, c'est qu'il y a une seule personne à la fois qui est honneur du data flow, mais par contre, derrière, c'est peut-être un petit peu difficile de se dire, si on est plusieurs à travailler sur un data flow, il va falloir switcher régulièrement d'un honneur à l'autre. Et puis, dans le Power BI Desktop, on l'a vu, le changement de tenante nécessite de vider le cache, ce qui est un petit peu perturbant. Donc, j'en ai terminé pour ma session. J'ouvre juste le chat pour voir s'il y a des questions. Et j'en profite, Joël. Pardon. Oui. Veux-tu qu'on coupe l'enregistrement ou tu veux aussi enregistrer les questions ? Je pense qu'on peut enregistrer les questions. Ça peut être intéressant d'avoir les réponses pour tout le monde. Oui, allons-y. Si ça ne te dérange pas. Oui. Donc, je vois qu'il y avait une question. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de tenante. Je vois une première question, c'est quoi un tenante ? Le tenante, on appelle tenante, en fait, je dirais, comment je définirais ça ? C'est l'espace alloué par Microsoft. C'est par exemple l'espace Office 365 qui est alloué par Microsoft et qui va héberger notamment les espaces de travail Power BI, mais aussi les dossiers SharePoint, les Teams, etc. Si on veut élargir à tout Office 365. Donc, c'est la partie cloud de l'organisation, de votre organisation. C'est l'environnement Azure. Voilà, il y avait une réponse directement, et en effet, c'est directement lié à Azure Active Directory. On peut transformer un dataset en data flow. Oui, mais non. Alors oui, je crois que techniquement, on peut le faire. Je pense que je n'ai pas poussé le vice jusque-là.
logiquement, en théorie, même s'il y a cette possibilité, les data flows sont là pour être des sources de données pour les datasets. Si les datasets deviennent eux-mêmes des sources de données pour les data flows, ce qui, à mon avis, va être possible dès qu'on va passer à un mode de fonctionnement qui va arriver dans Power BI, dans lequel on va pouvoir en effet mixer plusieurs datasets et va pouvoir mixer du direct query et du chargement et de l'apport de données. Donc on va pouvoir faire joujou, on va pouvoir faire ce mode de fonctionnement-là. À mon sens, comme je l'ai montré, pour l'instant du moins, avec les fonctionnalités qu'on a, il faut en rester à les data flows sont des sources de données pour les datasets et non l'inverse. Comment faire la promotion et la certification d'un data flow? Alors c'est dans la partie planification de l'actualisation. Donc c'est la partie où, comme pour les datasets, hein, c'est dans la partie où on définit comment on va rafraîchir les données. Et tout en bas, il y a une partie promotion, je crois que ça s'appelle promotion. Et il y a la possibilité de sélectionner que le data flow ou le dataset est promu. Et alors la partie que le dataset soit certifié, normalement, c'est grisé. Donc c'est réservé aux administrateurs, mais vous avez la possibilité de faire cette demande à vos administrateurs. Toute la partie que j'ai montrée, les data flows, j'insiste là-dessus, c'est tout dans le service. Il n'y a rien dans le desktop. Il y a une question Azure Machine Learning composant de data science. Si on pouvait avoir accès à ces data flows sur Azure Machine Learning. C'est une bonne question. On a la possibilité via un data flow ou un dataset d'ailleurs, via Power Query, d'avoir accès et d'entraîner des algorithmes de machine learning. Mais est-ce que le data flow, donc du coup, on est dans Power BI et nativement, ce data flow est utilisé en tant que source pour entraîner le modèle. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire ce qui se passe à l'extérieur, donc dans la partie Azure, mais je pense que oui, en effet, je pense que du moment que les data flows, comme je le disais, peuvent être requêtés, peuvent être accédés dans Azure Data Lake Storage, on peut du coup pousser ces données dans Azure Machine Learning si on a son propre Data Lake. Alors, Linked Entities et Computed Entities. Linked Entities, on est dans un espace de travail dans lequel on va faire des rapports. Je donne un exemple. Et on va vouloir pointer sur d'autres entités qui sont dans d'autres data flows, dans d'autres espaces de travail, qui vont être nos modèles centralisés, pour pouvoir ensuite faire tout ce qu'on fait dans le dataset, c'est-à-dire pouvoir mixer des entités entre eux, faire des transformations, etc. Donc les linked entities, c'est des pointeurs pour exposer les entités qui sont ailleurs dans un espace de travail. Et les computed entities, c'est justement ces jointures entre les entités et toutes les transformations qu'on peut faire entre plusieurs entités. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre sans les manipuler. Comment fonctionnerait RLS dans un contexte dataflow? Alors, je vais répondre aux deux questions. RLS n'est-il pas pertinent au niveau dataset? Il est pertinent au niveau dataset. Il peut être pertinent au niveau dataflow parce qu'il peut être, le dataflow peut exposer la donnée qui va être la donnée principale qui va permettre de filtrer le dataset. Typiquement, si vous avez du RLS dans un dataset et que vous avez une table de correspondance entre vos utilisateurs et une donnée, c'est cette table de correspondance qui va porter le row level security. Donc ça peut être pertinent d'avoir ça au niveau du dataflow. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du dataflow, vous pouvez avoir plusieurs entités. Et donc ça peut être toutes les entités qui vont être filtrées par le RLS. Et vous définissez le RLS globalement au niveau du dataflow, comme vous le définissez globalement au niveau du dataset. Donc c'est ça qui peut être un intérêt du RLS. Pour l'instant, on n'a pas encore vu comment le RLS, il n'est pas encore arrivé, donc on n'a pas vu comment on pourrait l'utiliser. Mais mon avis est juste une projection sur le futur.
Autre chose, Joël? Pardon, Ouais, excuse-moi. je vois qu'il y a des dernières questions. Si j'ai encore 2 minutes. Tu as encore 2 minutes. Bonjour, je n'ai pas bien saisi le bien fondé d'utiliser Dataflow plutôt d'utiliser transformation habituelle dans Power Query pour faire une automatisation. Le bien fondé, c'est si par exemple dans votre dataset Power Query, vous avez énormément de données et vous réutilisez toujours les mêmes transformations sur les mêmes données. Donc toujours les mêmes sources de données et vous allez faire plusieurs rapports et plusieurs datasets. Soit vous faites plusieurs datasets et vous faites toujours les mêmes transformations, soit vous allez faire un seul dataset partagé, et puis ce dataset, il va grossir parce que vous aurez besoin de plus en plus de sources de données, et vous aurez un seul énorme dataset qui sera partagé pour un différent rapport. Dans les deux cas, les dataflows servent à ça, à extraire la partie transformation de données et à simplifier la manipulation du dataset. Exactement. Moteur amélioré égale premium seulement. Oui, alors oui, j'ai un petit doute, mais je dirais oui pour 2 raisons. D'abord parce que, comme je vous l'ai montré, l'activation du moteur amélioré se fait au niveau de l'admin de capacité premium. Donc c'est dans le workload des dataflows, donc c'est activé au niveau premium. Et ensuite, c'est vrai que dans le hors premium, vous n'avez pas les linked entities, vous n'avez pas les computed entities, mais vous n'avez pas non plus la parallélisation des requêtes. Donc je pense que tout ce qui est optimisation va jouer sur la parallélisation des requêtes. Donc dans ce cas-là, en effet, ça ne sera pas possible sur le pro uniquement, sur le non premium. Merci beaucoup, Joël, pour toutes ces précisions. Je vais me permettre de couper l'enregistrement. Et voilà, c'est chose faite.